été intérimaires et puis ceux qui sont dans le DDR. Maintenant, le cantonnement, effectivement, ce n'est pas que s'il y en a qui sont prêts, il y a des éléments, certains ont parlé de 1000 éléments disponibles qui ont des armes et qui sont prêts à laisser tomber les armes pour entrer dans un processus DDR. Il y a même eu une proposition de pré-cantonnement. C'est une option, c'est une solution, mais je voudrais quand même dire que ce sont des solutions qu'on a déjà eu à tester. Il ne faut pas, on n'est pas loin de la ville de Gao ici, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé dans le cadre du mort de Gao. Et donc, c'est pour éviter que des événements similaires ne se passent qu'il faut qu'on soit extrêmement prudent et dans le pré-cantonnement et dans le cantonnement des éléments qui seront disposés à déposer les armes pour intégrer le processus de DDR. Donc, ce sont ces schémas que nous sommes en train de travailler avec les différents acteurs impliqués dans le processus de DDR, que ce soit les partenaires étatiques et puis nos partenaires régionaux et internationaux. Mais je pense que très rapidement, une solution sera trouvée. L'essentiel et ce qui est recherché, c'est la sécurité des uns et des autres. Une fois qu'on procède à un cantonnement, il ne faut pas que l'expérience malheureuse qui est arrivée à Gao se reproduise. Ce sera notre tragédie nationale. Donc soyez patients, nous sommes en train d'y travailler et il y a des solutions qui nous seront proposées dans les semaines à venir. Pas plus longtemps qu'il y a quelques mois, il y a un centre qui a été ouvert à Soufroulaye. Soufroulaye est fonctionnel aujourd'hui. Il y a pratiquement 700 et quelques éléments qui étaient venus, sur lesquels nous avons retenu à peu près 300 et quelques qui avaient des armes et qui sont restés, qui ont été formés et qui sont dans un processus d'intégration au sein des forces de défense et de sécurité, l'armée, et avec une petite portion qui sera réinsérée professionnellement. Donc c'est un exemple, je pense, qui pourrait être considéré comme un bon exemple, et nous allons tirer les leçons de comment les choses se sont passées à Soufroulaye pour essayer de l'adapter aux autres zones où potentiellement, même s'il faut aller à la solution qui nous a été proposée, des pré-cantonnements ou des cantonnements par cercle, nous allons tirer toutes les leçons qu'il faut pour que lorsque ce cantonnement ou ces pré-cantonnements se passent, qu'il puisse se passer dans les conditions les meilleures pour ceux qui sont là, conditions de sécurité, je pense. Il y a eu beaucoup de problèmes qui ont été posés en matière de développement. Au niveau des communes, au niveau des villages, on a parlé de Talatay, on a parlé de Tessit. D'ailleurs, sur Talatay, je reviens sur un point qui a été posé, je crois que c'était le maire, qui a demandé, qui s'est offusqué, pourquoi Talatay avait été exclu du processus de BNI, du dialogue national inclusif. Je ne pense pas que une commune ait été exclue volontairement, ce n'est pas le cas. Dès le départ, sur les 703 communes qui potentiellement pouvaient organiser le dialogue, puisque le dialogue se faisait au niveau des communes déjà, il y a un travail préliminaire qui avait été fait pour identifier là où les conditions nous permettaient d'organiser le dialogue. Et il y a des critères bien précis qui ont été définis par le triumvirat, le comité d'organisation, sur la base de conseils qui ont été donnés par le ministère en charge de l'administration territoriale. Donc nous avons consulté les représentants de ce ministère au niveau des différentes collectivités et régions pour leur demander sincèrement, compte tenu de la situation de sécurité qui existe sur l'ensemble de notre territoire, où pensez-vous aujourd'hui qu'on peut organiser le dialogue national inclusif au niveau décentralisé? Donc de 703 communes, les réponses qui nous sont arrivées et qui ont été données au triumvirat, il se trouvait qu'on pouvait l'organiser dans 605. Donc peut-être les 98 qui ont été involontairement mises hors de la liste, Talatay en faisait partie. Et c'est parce que, probablement, quelque part, nos représentants ont pensé que les conditions sécuritaires n'étaient pas réunies pour pouvoir l'organiser. Et on n'était pas, nous non plus, on n'avait pas suffisamment d'effectifs pour assurer la sécurité des personnes qui auraient participé au dialogue
dans ces 98 communes dans lesquelles nous n'avons pas pu organiser le dialogue. Donc ça, c'est important que je fasse la précision. Pour revenir aux questions de développement, il y a après-demain, normalement, se tient le comité de pilotage du Fonds de développement durable. Chacun connaît l'objectif de ce Fonds de développement durable. L'idée, c'est qu'il puisse contribuer à relever le niveau de développement et les conditions de vie des régions, particulièrement du Nord, Gao, Tombouctou, Kidal, etc. Ce fonds est à présent opérationnel. Il est inscrit dans le budget de l'État, les ressources qui sont disponibles et son premier comité de pilotage qui va nous permettre de nous rendre très concret, très opérationnel pour financer les projets de développement depuis le niveau le plus décentralisé jusqu'au niveau de la région se tient a priori après-demain. Et normalement, il va être présidé par le Premier ministre. Je suis en déplacement, mais un intérimaire pourrait le faire. C'est vous dire que nous sommes en train d'avancer sur cette question-là. Il y aura des ressources qui seront disponibles pour pouvoir prendre en charge un certain nombre de choses qui viennent d'être dites ici en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'accès à l'eau potable, en matière même d'infrastructure. On a parlé de pistes rurales et des propositions devraient être faites à partir, je pense, des représentants des collectivités. Mais je pense que sur ces aspects-là, vous serez tous informés et aucun projet ne sera négligé. S'il s'agit de faire financer un projet d'adduction d'eau dans un village quelconque, ce sera considéré avec beaucoup d'attention. S'il s'agit de faire une piste rurale, s'il s'agit de faire éventuellement un hôpital équiper le plateau technique ou améliorer le plateau technique d'un hôpital régional, il en a été question ici, c'est le cas de Gao, centre de santé, tout est possible à faire et à financer à travers ce fonds de développement durable, dont l'objet est précisément cela. Donc, en plus des efforts qui sont faits par l'État, ce fonds va venir compléter notre capacité à pouvoir répondre aux préoccupations qui viennent d'être dites ici. Évidemment, on ne peut pas tout faire. L'État a ses propres contraintes. Nous sommes dans une situation difficile, vous le savez. Les dépenses augmentent à cause de la situation, de la prise en charge de la situation de la sécurité dans notre pays. Au moment où les dépenses augmentent, il faut que vous sachiez aussi que c'est à ce moment où les ressources diminuent pour l'État. Parce que sur un bon nombre du territoire malien, presque le tiers, aujourd'hui nous avons du mal à collecter les taxes. Que ce soit pour la fiscalité intérieure ou bien la fiscalité de porte, la douane. Mais ça aussi, je pense que les choses vont évoluer avec les différents efforts qui sont en train d'être faits et qui vont voir les forces de défense et de sécurité présentes un peu partout et qui vont voir le retour progressif de l'administration, en particulier des services des finances dans des endroits stratégiques. Donc ce fonds de développement durable, vous serez un peu plus informé sur le sujet, ce qu'il peut financer, comment il peut le financer et les procédures pour avoir accès à ce fonds-là. À part cela, il y a une demande que je qualifie de demande relativement simple à exécuter pour nous. Dès notre retour à Bamako, nous allons prendre des dispositions pour faire face à ces demandes. Il y a une ambulance qui avait été demandée dans le centre de référence ici. J'informe que l'ambulance est déjà disponible. Il y aura une ambulance qui aurait été offerte à titre gracieuse par une ONG, ce qui est très bien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'État amènera et financera une autre ambulance pour mettre à votre disposition ici. On a parlé de BAC. Je sais que dans le cas particulier d'ici,
Le bac a souvent été, déjà en 2019, il y a eu des réparations qui ont été faites. Si c'est encore tombé en panne, je pense que les dispositions vont être prises pour qu'elle puisse être réparée. Mais si c'est un nouveau bac auquel il faut réfléchir pour acheter, ça ce n'est pas non plus sorcier. C'est quelque chose que nous pourrons faire très rapidement. Et Madame le ministre de l'équipement qui est ici va s'en charger en appui avec la primature pour que si nouveau bac on va acheter, nous puissions l'acheter dans les meilleurs délais. Pour les maisons qui ont été touchées par les pluies diluviennes dont le maire a parlé, 200 maisons, 30 millions pour éviter que ce type de phénomène ne se reproduise. Honnêtement, ce n'est pas non plus la mer à boire. Monsieur le maire, ces ressources-là, même plus que ces ressources-là, seront mises à votre disposition pour nous éviter ce type de situation dans les mois qui arrivent pendant l'hivernage. Je voudrais dire que, vous savez, je l'ai dit, l'État n'a pas tous les moyens. Nous faisons face à une contrainte budgétaire, il faut le reconnaître, mais nous pouvons aussi faire peu, ou pas mal. Et tout ce que je viens d'annoncer ici, ce sont des efforts que certains m'ont précédé à cette place, ont aidé à mettre en place. Il y a plus de 10 ans déjà, certains y ont réfléchi, il y a dans le budget de l'État le très transparent.